Salut à tous, c'est Karim Debache avec beaucoup moins de cheveux pour un nouvel épisode de Crossed et aujourd'hui est un festif jour de fête. Parce que j'ai décidé de vous parler d'un film que j'ai très envie d'évoquer depuis le début de l'émission. Donc aujourd'hui on reste dans les années 80 mais on sort les tubes fluo et on fonce droit dans un monde plein de chiffres binaires. Donc, Tron est un film américain de science-fiction sorti le 9 juillet 1982 aux États-Unis, réalisé par Steven Lisberger, qui n'a à son actif que 4 longs métrages, dont Hot Pursuit avec John Cusack, notable parce que c'est le premier film dans lequel Ben Stiller apparaît dans un vrai rôle. Mais plus important que ça, le film est produit et distribué par Disney. D'ailleurs, un petit détail intéressant, Tron, avant même que le projet ne soit vendu à Disney, devait au départ être un film d'animation, puisque Lisberger et Donald Kushner, son producteur, avaient déjà réalisé un long métrage d'animation quelques années avant. Mais en fait, non, donc malgré l'utilisation intensive d'imagerie numérique, Tron est à considérer comme un des films live de Disney. Même si, vous vous en rendrez très rapidement compte, on sent souvent le film pensé comme un dessin animé. Quoi qu'il en soit, le film nous raconte l'histoire de Kevin Flynn, un développeur de jeux vidéo interprété par Jeff Bridges, le frère de Beau Bridges, que vous avez déjà vu dans The Wizard, qui vit dans le vrai monde de la réalité véritable et qui a été licencié de sa boîte par Edward Dillinger, qui en plus d'avoir un nom de méchant de western se comporte comme la dernière des raclures depuis qu'il a pris le contrôle de la société Encom en volant les jeux développés par Flynn. Paranoïde, Bombo, Matrice, Brigade Mondaine, j'en passe et des meilleurs. Et en mettant sur la touche le Dr Walt Gibbs, un des fondateurs d'Encom. N'est-ce pas ? Le agrou-grou, je suis un méchant patron de multinationale. Dillinger a même été jusqu'à donner le contrôle de la boîte à une intelligence artificielle du nom de MCP pour Maître contrôle principal. ou encore Master Control Program dans la langue de Jay-Z. Bref, comme à peu près tous les auteurs de SF et la moitié des films dont j'ai déjà parlé l'ont répété un bon milliard de fois, il faut être extrêmement con pour confier des vies humaines à des ordinateurs. C'est ma faute, je vous ai programmé trop d'ambition. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle commence à montrer des signes d'hostilité. Avec les données auxquelles j'accède, je dirige tout 900 à 1200 fois mieux qu'un simple être humain. J'ai été programmé avec une voix de méchant robot. Dillinger lui dit de rester tranquille, mais c'est trop tard, l'ordi a déjà pris la confiance et le fait chanter. Vous feriez ça? De son côté, Flynn décide de pénétrer le système d'Encom pour trouver des preuves de la culpabilité de Dillinger. Il sera aidé dans sa tâche par son ex, Laura, et Alan, un développeur qui bosse sur un programme du nom de Tron, qui lui propose de profiter des accès de Tron pour pénétrer le système d'Encom. Sauf que la méchante intelligence artificielle s'en rend compte et se sert du rayon à rétrécir les gosses pour digitaliser Flynn. Avec un effet que je trouve trop cool. Et le fait littéralement pénétrer dans le système d'Encom. Je suppose donc que ce gros laser n'avait pas de mode tuer. Bon, vous vous doutez que tout ce que vous avez vu depuis le début du film n'était pas le cœur du film et qu'on attaque ici les choses sérieuses. Dans le système d'Encom, les programmes sont représentés par des avatars anthropomorphes, physiquement identiques aux développeurs qui les ont programmés. Notre esprit reste présent dans chaque programme qu'on avait écrit pour cette machine. C'est pour ça qu'on retrouve des sosies de personnages du vrai monde de la réalité véritable. Le programme Tron a donc exactement le même visage qu'Alan, son créateur. Donc, dans le monde virtuel, Flynn est rapidement arrêté par les autorités compétentes. Papier, s'il vous plaît. Et foutu au Newf, une émission jeune. Et sous les ordres du MCP, on le fait jouer à des jeux vidéo. Dans le monde réel, il m'en a fait baver. Si on m'en fait baver, je me rebiffe. Sauf que maintenant qu'il est un avatar, il peut en mourir pour de vrai. Vraie journée de merde. Évidemment, les séquences de jeux qui suivent sont cultes et connues de tous et ont donné lieu à de nombreux produits dérivés, notamment des jeux vidéo. Le premier jeu consiste à envoyer un disque rebondir sur une plateforme sur laquelle se tient l'adversaire, ce qui a pour effet de faire disparaître des parties de la dite plateforme. Étant donné que Flynn est développeur au départ, il gagne ce jeu assez simplement, et le suivant, qui est une idée absolument brillante de jeu entre Engon et un Snake. Il réussit à s'échapper avec Tron et Ram, un autre programme. Vous noterez que dans cette séquence, les personnages principaux sont rouges, orange et jaune, alors que les adversaires sont bleus. Et alors ? Non, juste ça. Ils sont donc poursuivis par les sbires du... Non, je déconne, j'ai une anecdote derrière ça. Dans le scénario du film, il était indiqué que les bons programmes seraient de couleur jaune et les méchants en bleu. Mais en cours de production, la décision a été prise de changer ce code couleur pour mettre les héros en bleu et les méchants en rouge. Sauf que certaines scènes avaient déjà été terminées avec l'ancien code couleur. Ce qui fait que c'est assez difficile de trouver un sens à tout ça. Retour au film, ils sont poursuivis par les sbires du MCP, Ram meurt et Tron et Flynn retrouvent Yori, un programme développé par Laura que vous avez vu au début du film. Tout ce joli petit monde va être amené à demander de l'aide à l'Obi-Wan de circonstances qui... me fait beaucoup rire. Je suis désolé, je trouve pas que le film est vraiment vieilli en fait, mais ce costume-là, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Moebius qui s'est en grande partie occupé du design des costumes et des décors et qui était accessoirement un génie incontestable et absolu de la bande dessinée, le costume que je vais vous montrer dans quelques secondes me fait mourir de rire. Je vais donc me mordre l'intérieur de la joue pendant que vous en profitez. Cette séquence provoque chez moi un fou rire par contre-champ. Je viens communiquer avec mon concepteur, c'est tout. Je sais pas pourquoi, si c'est la position des mains dans le costume ou cet improbable putain de chapeau, ou peut-être que ça a été pensé pour être de l'animation et que du coup ça rend trop chelou en live, mais ça me fait vraiment rire. Bref, continuons, donc ce personnage est en réalité le doppelganger du Dr Walt qui s'appelle dans ce monde
Dumont, un peu tiré par les cheveux je trouve. Il les aide et se fait torturer pour ça par le doppelganger de Dillinger, le méchant vraiment pas sympa qui répond directement aux ordres du MCP. Oui, je sens la mort. D'ailleurs c'est l'occasion de voir à quoi ressemble ce dernier, et si vous vous demandiez pourquoi Moïse a cette gueule là dans South Park, vous avez votre réponse. S'ensuit tout un tas de péripéties super cool à regarder mais pas passionnantes à raconter, donc je vais très vite aller un peu plus loin pour voir Tron défoncer le Saruman d'un coup de disque qui répand son cerveau sur le trottoir. Merci Disney. Et le MCP qui sera le grand boss de fin de jeu. D'ailleurs, ce moment me fait grave penser à un boss de Rez, un jeu Dreamcast sorti en 2001, qui se passe également dans un circuit informatique. Le lien à faire entre les deux œuvres est assez intéressant puisque Rez devait au départ s'appeler Projet K, en référence aux théories de Vassili Kandinsky, un peintre abstrait russe qui a beaucoup théorisé les formes et les couleurs. Ce qui est intéressant parce qu'à sa sortie, Tron a été qualifié par certains journalistes de fresque abstraite. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous recommande Du spirituel dans l'art, dans lequel vous trouverez des interprétations sur les couleurs qui peuvent tout à fait être appliquées au cinéma. Ça a l'air long et chiant comme bouquin. Ça l'est, mais il y a des trucs très intéressants dedans quand même. Bref, vous vous en doutez, tout se termine sur une victoire des gentils sur les méchants et Flynn se retrouve matérialisé dans le vrai monde avec l'épreuve des méfaits de Dillinger. Et il y a dans cette séquence une idée que je trouve absolument fascinante. Étant donné que la quasi-intégralité du film a eu lieu dans des circuits informatiques, les unités sont différentes et on comprend que tout ce qu'on a vu s'est déroulé en une fraction de seconde. Et c'était longtemps avant Inception. Bref, la PN est assez évidente, Flynn ayant récupéré l'épreuve dont il avait besoin fait très simplement tomber Dillinger et prend sa place à la tête de la compagnie. Et plus personne ne parlera jamais du fait qu'une intelligence artificielle psychotique a un jour essayé de commettre un meurtre en ces lieux. Disney. Et le générique de fin défile sur un titre de Journey, ce qui est cool, mais un peu dommage parce que c'est Supertramp qui devait le faire et moi je préfère Supertramp. Mais c'est pas grave, c'est quand même un peu cool. Bref, j'adore ce film. Alors qu'étrangement, avant de le revoir pour la chronique, je m'en souvenais comme un truc qui avait pris un méchant coup de vieux. Et en fait, pas tant que ça. Après, faut rester assez tolérant, certaines incrustes piquent les yeux, et évidemment que ça fait un peu daté. Mais en soi, je trouve que l'esthétique est suffisamment soignée pour que ce ne soit pas rédhibitoire. Très joli mot, mais respect. Et je parle même pas que des séquences dans les jeux, mais même toute la partie film live est très joliment éclairée et surtout extrêmement bien cadrée. D'ailleurs, pour continuer à faire le lien avec la peinture abstraite, les compositions de certains plans m'y font vraiment penser. Et chaque lieu a une ambiance bien particulière qui rend le tout super agréable à regarder parce que riche visuellement. Donc ouais, c'est daté, mais ça a de la gueule, vraiment. Et si on veut faire l'effort de recontextualiser le film, ça devient très impressionnant parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que vous voyez a été fait à une époque où la souris était encore une technologie expérimentale. Clou, Oui, monsieur. il nous reste très peu de temps pour retrouver ce fichier, ceci est prioritaire. Oui, monsieur, je sais, monsieur. Si on oublie ça, on se retrouve dans un joli film avec quelques incrustes un peu limites. Mais si on fait l'effort de se dire ne serait-ce qu'une fois que le film date de 1982, il devient absolument révolutionnaire. Et il l'a été. Il y a des dizaines et des dizaines de films, de séries, de jeux vidéo, de clips qui font référence à l'esthétique de Tron. Ce film fait aujourd'hui partie du paysage culturel et de l'imaginaire collectif. Donc je ne pense pas que ce soit un grand effort que d'essayer de faire l'impasse sur quelques costumes improbables, sauf lui. Ça, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et le côté un peu old school du truc. D'ailleurs, je suis sûr que ça, c'est du carton. Mais c'est très vite oublié ce qu'a réussi à être le film. Un précurseur et un pilier de l'imagerie numérique. Et ça a demandé un taf de malade à près de 600 personnes, donc c'est dur de faire le film bouche là-dessus. À sa sortie, le film a été un succès correct en salle, totalisant 33 millions de dollars de l'époque pour un budget de 17 millions, et reçu un accueil critique mitigé. Certains ont adoré, d'autres beaucoup moins, tous étant d'accord pour saluer l'effort technique qui a été fait, mais certains lui reprochant une histoire trop simple et une intrigue peu profonde. Mais ça, c'était avant. Parce que le fait est qu'avant d'être un film de studio, Tron est l'œuvre d'un vrai passionné à la fois d'animation et de nouvelles technologies. D'ailleurs, Lisberger a eu l'idée de Tron après avoir vu des images du jeu Pong. Ce qui fait qu'au fil du temps, les gens se sont mis à aimer le film pour la justesse avec laquelle il traite le monde du jeu vidéo, mais aussi pour la bienveillance avec laquelle il traite les développeurs et par extension les joueurs au travers du personnage principal, finalement très éloigné des stéréotypes qu'on raccorde d'habitude aux fans d'informatique. Tron est donc depuis devenu très clairement un film culte. Et ce qui est intéressant dans le fait qu'il ait atteint ce statut, c'est qu'il a réussi à fédérer autour de lui une communauté de fans suffisamment concernés pour qu'il prenne le temps de répondre à ceux qui, à l'époque, trouvaient le fond assez vain, en proposant des interprétations. Avant de vous répéter ces interprétations, j'ai besoin de vous préciser quelques détails. Le film oppose très nettement deux univers, celui du réel et celui du virtuel. L'univers virtuel, je pense, agit surtout comme une parabole, puisqu'on y utilise les doubles virtuels pour recréer la dynamique entre les personnages de l'univers réel, et si le film utilise ce type de figure de style, il est légitime d'essayer de comprendre s'il n'est pas tout entier une parabole sur notre vrai monde à nous. Gardez bien en tête que ce que je vais vous exposer ici n'est en aucun cas une vérité sur quoi que ce soit, c'est de l'ordre de l'interprétation. La preuve en est que beaucoup de ces théories se contredisent. Mais il s'en dégage deux que je trouve assez intéressantes. La première avance très simplement que le film, au même titre que l'invasion des profanateurs de sépultures, dont je vous ai déjà parlé et que je vous recommande vivement, est une métaphore de la guerre froide du point de vue américain. Que les gentils en bleu défendent la liberté et s'opposent aux méchants rouges communistes qui rêvent d'unité dans un système totalitaire. Vous allez faire partie de moi, et réunis, nous formerons un tout. Mais une autre théorie, qui du coup invalide presque la précédente, me semble encore plus cool. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le code couleur du film a été changé en cours de production, donc on peut aussi essayer de lire ça à l'envers.
peut-être que la représentation que fait le film de la société Encom est une attaque dirigée aux corporations corrompues et plus largement à l'Amérique sous Reagan. Ce qui, du coup, pourrait même être rattaché à l'histoire de Disney, mais pour ça il faudrait que je vous parle du Disney des années 80. Ok, fais vite, j'ai une effroyable envie de faire autre chose. Au début des années 80, Disney est en réalité au plus bas et est sur le déclin depuis la mort de Walt au début des années 60. D'ailleurs, en 1982, l'année où est sorti Tron, la plus grande réussite commerciale de Disney était toujours Mary Poppins, un film qui date de 1964. Et beaucoup commençaient à quitter le navire à l'image de Don Bluth qui a bossé chez Disney jusqu'en 1979 et s'est tiré pour créer sa propre boîte. Son premier long métrage, l'excellent Le Secret de Nîmes, sortira en 1982, la même année que Tron. La tendance s'inversera à la fin des années 80 avec La Petite Sirène qui lance Disney dans ce qu'on appellera ensuite son second âge d'or, mais en 1982, ça allait mal pour Disney qui se faisait distancer par d'autres studios et ne faisait de l'argent qu'avec des ressorties de leurs anciens classiques. Donc si on part du principe que la société Encom représente en réalité Disney et que le vieux Walter est Walt Disney, ça signifie que les méchants du film sont les nouveaux producteurs plus agressifs qui arrivaient à ce moment-là Encom n'est plus ce que vous aviez lancé de votre garage, monsieur. et qui voulaient faire changer les vieilles méthodes héritées de Walt. Il m'arrive de rêver à mon ancien garage. Et que la grosse intelligence artificielle méchante MCP représente les nouvelles technologies d'animation. Que le film lui-même utilise. C'est une théorie que j'adore parce que ça voudrait dire que le film est suffisamment couillu pour adresser une critique à l'encontre de son propre producteur. Mais débarque un autre ingénieur en logiciel, pas très jeune ni très brillant, mais furieusement sournois. Mais tout cela, encore une fois, n'est qu'une interprétation. Et ce que je trouve plus intéressant encore que les théories elles-mêmes, c'est le fait qu'il en existe autant. Ce qui signifie que le film a réussi à toucher profondément suffisamment de personnes pour qu'on s'amuse encore à le décortiquer des dizaines d'années après. Le film est un immanquable parce qu'il est un juste reflet des années 80 et des craintes inhérentes aux découvertes des nouvelles technologies. C'est un film que je trouve magnifique et beaucoup plus dense que ce qu'il n'y paraît et je vous le recommande très fortement. Tu sais ce que tu devrais faire? Du rap. Non, sur ce que tu disais plutôt, sur quelle théorie te paraissait la plus juste. Tu devrais utiliser la théorie des auteurs. Je mate un autre film du réalisateur et j'essaye de trouver des patterns qui peuvent m'aider à comprendre son point de vue. Prends son premier film, les premiers films sont souvent beaucoup plus personnels, ça sera plus simple. Riche idée. Ok, peut-être que le monde s'est un peu trop pris la tête. I say the hip hop, the hippie to the hip hop. You don't stop, but rock it to the bang bang boogie. See up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rocking. Que le film est vraiment vieilli en fait, mais ce costume-là, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Moebius qui s'est en grande partie occupé du design des costumes et des décors et qui était accessoirement un génie incontestable et absolu de la bande dessinée, le costume que je vais vous montrer dans quelques secondes me fait mourir de rire. Je vais donc me mordre l'intérieur de la joue pendant que vous en profitez. Cette séquence provoque chez moi un fou rire par contre-champ. Je viens communiquer avec mon concepteur, c'est tout. Je sais pas pourquoi, si c'est la position des mains dans le costume ou cet improbable putain de chapeau, ou peut-être que ça a été pensé pour être de l'animation et que du coup ça rend trop chelou en live, mais ça me fait vraiment rire. Bref, continuons, donc ce personnage est en réalité le doppelganger du Dr. Walter, qui s'appelle dans ce monde Dumont. Un peu tiré par les cheveux, je trouve. Il les aide et se fait torturer pour ça par le doppelganger de Dillinger, le méchant vraiment pas sympa qui répond directement aux ordres du MCP. Oui, je sens la mort. D'ailleurs, c'est l'occasion de voir à quoi ressemble ce dernier, et si vous vous demandiez pourquoi Moïse a cette gueule-là dans South Park, vous avez votre réponse. S'ensuit tout un tas de péripéties super cool à regarder, mais pas passionnantes à raconter, donc je vais très vite aller un peu plus loin pour voir Tron défoncer le Saruman d'un coup de disque qui répand son cerveau sur le trottoir. Merci Disney. Et le MCP qui sera le grand boss de fin de jeu. D'ailleurs, ce moment me fait grave penser à un boss de Rez, un jeu Dreamcast sorti en 2001, qui se passe également dans un circuit informatique. Le lien à faire entre les deux œuvres est assez intéressant puisque Rez devait au départ s'appeler Projet K, en référence aux théories de Vassili Kandinsky, un peintre abstrait russe qui a beaucoup théorisé les formes et les couleurs. Ce qui est intéressant parce qu'à sa sortie, Tron a été qualifié par certains journalistes de fresque abstraite. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous recommande Du spirituel dans l'art, dans lequel vous trouverez des interprétations sur les couleurs qui peuvent tout à fait être appliquées au cinéma. Ça a l'air long et chiant comme bouquin. Ça l'est, mais il y a des trucs très intéressants dedans quand même. Bref, vous vous en doutez, tout se termine sur une victoire des gentils sur les méchants et Flynn se retrouve matérialisé dans le vrai monde avec les preuves des méfaits de Dillinger. Et il y a dans cette séquence une idée que je trouve absolument fascinante. Étant donné que la quasi-intégralité du film a eu lieu dans des circuits informatiques, les unités sont différentes et on comprend que tout ce qu'on a vu s'est déroulé en une fraction de seconde. Et c'était longtemps avant Inception. Bref, la PN est assez évidente, Flynn ayant récupéré les films de studio, Tron est l'œuvre d'un vrai passionné à la fois d'animation et de nouvelles technologies. D'ailleurs, Lisberger a eu l'idée de Tron après avoir vu des images du jeu Pong. Ce qui fait qu'au fil du temps, les gens se sont mis à aimer le film pour la justesse avec laquelle il traite le monde du jeu vidéo, mais aussi pour la bienveillance avec laquelle il traite les développeurs et par extension les joueurs au travers du personnage principal, finalement très éloigné des stéréotypes qu'on raccorde d'habitude aux fans d'informatique.
Tron est donc depuis devenu très clairement un film culte. Et ce qui est intéressant dans le fait qu'il ait atteint ce statut, c'est qu'il a réussi à fédérer autour de lui une communauté de fans suffisamment concernés pour qu'ils prennent le temps de répondre à ceux qui, à l'époque, trouvaient le fond assez vain, en proposant des interprétations. Avant de vous répéter ces interprétations, j'ai besoin de vous préciser quelques détails. Le film oppose très nettement deux univers, celui du réel et celui du virtuel. L'univers virtuel, je pense, agit surtout comme une parabole, puisqu'on y utilise les doubles virtuels pour recréer la dynamique entre les personnages de l'univers réel, et si le film utilise ce type de figure de style, il est légitime d'essayer de comprendre s'il n'est pas tout entier une parabole sur notre vrai monde à nous. Gardez bien en tête que ce que je vais vous exposer ici n'est en aucun cas une vérité sur quoi que ce soit, c'est de l'ordre de l'interprétation. La preuve en est que beaucoup de ces théories se contredisent. Mais il s'en dégage deux que je trouve assez intéressantes. La première avance très simplement que le film, au même titre que l'invasion des profanateurs de sépulture, dont je vous ai déjà parlé et que je vous recommande vivement, est une métaphore de la guerre froide du point de vue américain. Que les gentils en bleu défendent la liberté et s'opposent aux méchants rouges communistes qui rêvent d'unité dans un système totalitaire. Vous allez faire partie de moi, et réunis, nous formerons un tout. Mais une autre théorie, qui du coup invalide presque la précédente, me semble encore plus cool. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le code couleur du film a été changé en cours de production, donc on peut aussi essayer de lire ça à l'envers. Peut-être que la représentation que fait le film de la société Encom est une attaque dirigée aux corporations corrompues et plus largement à l'Amérique sous Reagan. Ce qui, du coup, pourrait même être rattaché à l'histoire de Disney, mais pour ça il faudrait que je vous parle du Disney des années 80. Ok, fais vite, j'ai une effroyable envie de faire autre chose. Au début des années 80, Disney est en réalité au plus bas et est sur le déclin depuis la mort de Walt au début des années 60. D'ailleurs, en 1982, l'année où est sorti Tron, la plus grande réussite commerciale de Disney était toujours Mary Poppins, un film qui date de 1964. Et beaucoup commençaient à quitter le navire à l'image de Don Bluth qui a bossé chez Disney jusqu'en 1979 et s'est tiré pour créer sa propre boîte. Son premier long métrage, l'excellent Le Secret de Nîmes, sortira en 1999 de Dillinger. Il sera aidé dans sa tâche par son ex, Laura, et Alan, un développeur qui bosse sur un programme du nom de Tron, qui lui propose de profiter des accès de Tron pour pénétrer le système d'Encom. Sauf que la méchante intelligence artificielle s'en rend compte et se sert du rayon à rétrécir les gosses pour digitaliser Flynn. Avec un effet que je trouve trop cool. Et le fait littéralement pénétrer dans le système d'Encom. Je suppose donc que ce gros laser n'avait pas de mode tué. Bon, vous vous doutez que tout ce que vous avez vu depuis le début du film n'était pas le cœur du film et qu'on attaque ici les choses sérieuses. Dans le système d'Encom, les programmes sont représentés par des avatars anthropomorphes, physiquement identiques aux développeurs qui les ont programmés. Notre esprit reste présent dans chaque programme qu'on avait écrit pour cette machine. C'est pour ça qu'on retrouve des sosies de personnages du vrai monde de la réalité véritable. Le programme Tron a donc exactement le même visage qu'Alan, son créateur. Donc, dans le monde virtuel, Flynn est rapidement arrêté par les autorités compétentes. Au papier, s'il vous plaît. Et foutu au Newf, une émission jeune. Et sous les ordres du MCP, on le fait jouer à des jeux vidéo. Dans le monde réel, il m'en a fait baver. Si on m'en fait baver, je me rebiffe. Sauf que maintenant qu'il est un avatar, il peut en mourir pour de vrai. Vraie journée de merde. Évidemment, les séquences de jeux qui suivent sont cultes et connues de tous et ont donné lieu à de nombreux produits dérivés, notamment des jeux vidéo. Le premier jeu consiste à envoyer un disque rebondir sur une plateforme sur laquelle se tient l'adversaire, ce qui a pour effet de faire disparaître des parties de la dite plateforme. Étant donné que Flynn est développeur au départ, il gagne ce jeu assez simplement, et le suivant, qui est une idée absolument brillante de jeu entre Engon et un Snake. Il réussit à s'échapper avec Tron et Ram, un autre programme. Vous noterez que dans cette séquence, les personnages principaux sont rouges, orange et jaune, alors que les adversaires sont bleus. Et alors ? Non, juste ça. Ils sont donc poursuivis par les sbires du... Non, je déconne, j'ai une anecdote derrière ça. Dans le scénario du film, il était indiqué que les bons programmes seraient de couleur jaune et les méchants en bleu. Mais en cours de production, la décision a été prise de changer ce code couleur pour mettre les héros en bleu et les méchants en rouge. Sauf que certaines scènes avaient déjà été terminées avec l'ancien code couleur. Ce qui fait que c'est assez difficile de trouver un sens à tout ça. Retour au film, ils sont poursuivis par les sbires du MCP, Ram meurt et Tron et Flynn retrouvent Yori, un programme développé par Laura que vous avez vu au début du film. Tout ce joli petit monde va être amené à demander de l'aide à l'Obi-Wan de circonstances qui... me fait beaucoup rire. Je suis désolé, je trouve pas que preuve dont il avait besoin fait très simplement tomber Dillinger et prend sa place à la tête de la compagnie. Et plus personne ne parlera jamais du fait qu'une intelligence artificielle psychotique a un jour essayé de commettre un meurtre en ces lieux. Disney. Et le générique de fin défile sur un titre de Journey, ce qui est cool, mais un peu dommage parce que c'est Supertramp qui devait le faire et moi je préfère Supertramp. Mais c'est pas grave, c'est quand même un peu cool. Bref, j'adore ce film. Alors qu'étrangement, avant de le revoir pour la chronique, je m'en souvenais comme un truc qui avait pris un méchant coup de vieux. Et en fait, pas tant que ça. Après, faut rester assez tolérant, certaines incrustes piquent les yeux, et évidemment que ça fait un peu daté. Mais en soi, je trouve que l'esthétique est suffisamment soignée pour que ce ne soit pas rédhibitoire. Très joli mot, mais respect. Et je parle même pas que des séquences dans les jeux, mais même toute la partie film live est très joliment éclairée et surtout extrêmement bien cadrée. D'ailleurs, pour continuer à faire le lien avec la peinture abstraite, les compositions de certains plans m'y font vraiment penser. Et chaque lieu a une ambiance bien particulière qui rend le tout super agréable à regarder parce que riche visuellement. Donc ouais, c'est daté, mais ça a de la gueule, vraiment. Et si on veut faire l'effort de recontextualiser le film, ça devient très impressionnant, parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que vous voyez a été fait à une époque où la souris était encore une technologie expérimentale. Clou. Oui, monsieur. Il nous reste très peu de temps pour
pour retrouver ce fichier, ceci est prioritaire. Oui, monsieur, je sais, monsieur. Si on oublie ça, on se retrouve dans un joli film avec quelques incrustes un peu limites. Mais si on fait l'effort de se dire ne serait-ce qu'une fois que le film date de 1982, il devient absolument révolutionnaire. Et il l'a été. Il y a des dizaines et des dizaines de films, de séries, de jeux vidéo, de clips qui font référence à l'esthétique de Tron. Ce film fait aujourd'hui partie du paysage culturel et de l'imaginaire collectif. Donc je ne pense pas que ce soit un grand effort que d'essayer de faire l'impasse sur quelques costumes improbables, sauf lui. Ça, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Et le côté un peu old school du truc. D'ailleurs, je suis sûr que ça, c'est du carton. Mais c'est très vite oublié ce qu'a réussi à être le film. Un précurseur et un pilier de l'imagerie numérique. Et ça a demandé un taf de malade à près de 600 personnes, donc c'est dur de faire le film bouche là-dessus. À sa sortie, le film a été un succès correct en salle, totalisant 33 millions de dollars de l'époque pour un budget de 17 millions, et reçu un accueil critique mitigé. Certains ont adoré, d'autres beaucoup moins, tous étant d'accord pour saluer l'effort technique qui a été fait, mais certains lui reprochant une histoire trop simple et une intrigue peu profonde. Mais ça, c'était avant. Parce que le fait est qu'avant d'être... Salut à tous, c'est Karim Debache avec beaucoup moins de cheveux pour un nouvel épisode de Crost, et aujourd'hui est un festif jour de fête. Parce que j'ai décidé de vous parler d'un film que j'ai très envie d'évoquer depuis le début de l'émission. Donc aujourd'hui on reste dans les années 80 mais on sort les tubes fluo et on fonce droit dans un monde plein de chiffres binaires. Donc, Tron est un film américain de science-fiction sorti le 9 juillet 1982 aux États-Unis, réalisé par Steven Lisberger, qui n'a à son actif que 4 longs métrages, dont Hot Pursuit avec John Cusack, notable parce que c'est le premier film dans lequel Ben Stiller apparaît dans un vrai rôle. Mais plus important que ça, le film est produit et distribué par Disney. D'ailleurs, un petit détail intéressant, Tron, avant même que le projet ne soit vendu à Disney, devait au départ être un film d'animation, puisque Lisberger et Donald Kushner, son producteur, avaient déjà réalisé un long métrage d'animation quelques années avant. Mais en fait, non, donc malgré l'utilisation intensive d'imagerie numérique, Tron est à considérer comme un des films live de Disney. Même si, vous vous en rendrez très rapidement compte, on sent souvent le film pensé comme un dessin animé. Quoi qu'il en soit, le film nous raconte l'histoire de Kevin Flynn, un développeur de jeux vidéo interprété par Jeff Bridges, le frère de Beau Bridges, que vous avez déjà vu dans The Wizard, qui vit dans le vrai monde de la réalité véritable et qui a été licencié de sa boîte par Edward Dillinger, qui en plus d'avoir un nom de méchant de western se comporte comme la dernière des raclures depuis qu'il a pris le contrôle de la société Encom en volant les jeux développés par Flynn. Paranoïde, Bombo, Matrice, Brigade Mondaine, j'en passe et des meilleurs. Et en mettant sur la touche le Dr Walt Gibbs, un des fondateurs d'Encom. N'est-ce pas? Le agrogrou, je suis un méchant patron de multinationale. Dillinger a même été jusqu'à donner le contrôle de la boîte à une intelligence artificielle du nom de MCP pour Maître contrôle principal. ou encore Master Control Program dans la langue de Jay-Z. Bref, comme à peu près tous les auteurs de SF et la moitié des films dont j'ai déjà parlé l'ont répété un bon milliard de fois, il faut être extrêmement con pour confier des vies humaines à des ordinateurs. C'est ma faute, je vous ai programmé trop d'ambition. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle commence à montrer des signes d'hostilité. Avec les données auxquelles j'accède, je dirige tout 900 à 1200 fois mieux qu'un simple être humain. J'ai été programmé avec une voix de méchant robot. Dillinger lui dit de rester tranquille, mais c'est trop tard, l'ordi a déjà pris la confiance et le fait chanter. Vous feriez ça? De son côté, Flynn décide de pénétrer le système d'Encom pour trouver des preuves de la culpabilité